Allez, c'est parti pour la base de la base, la découverte de l'appareil photo. Je m'appelle Alexis, je suis photographe amateur depuis 2018 et je n'ai jamais pris un seul cours de photographie. Tout ce que je sais, je le tiens de mes lectures de magazines, de livres, de blogs et du visionnage de dizaines de tutos sur YouTube. Et je suis là pour te partager l'abyssale profondeur de mon savoir. Pour commencer, je ne recommande pas nécessairement d'opter pour mon approche. Avoir quelqu'un qui guide tes débuts te permettra de faire des achats plus intelligents pour ton matériel, tu apprendras plus vite les bases de la composition et les réglages, mais surtout tu augmenteras tes chances de trouver quelqu'un avec qui partager cette passion, ce qui est souvent source de motivation, la réciproque étant bien sûr valable. Si tu es toujours là, c'est que tu es têtu comme une bourrique ou que tu aimes te débrouiller tout seul et je respecte à mort, alors en avant. Mon but c'est de te proposer les vidéos que j'aurais aimé avoir en commençant. Je ne suis pas expert, mais j'irai droit au but en concentrant cette vidéo sur des astuces actionnables rapidement. Il y en aura d'autres sur la vidéo, sur la photo au smartphone, etc. Tu viens donc d'obtenir ton premier appareil photo. Tu es tout excité, ce sont les mains fébriles, l'œil brillant et le cœur qui tape des rythmes endiablés que tu vas déballer l'objet de tes désirs les plus fous. Au passage, une fois sur deux, tu n'auras pas pensé acheter une carte mémoire. Et merde, il est 20h, trop tard pour ressortir en acheter une, bigre, flûte et crotte de bique que la soirée va être frustrante. Un appareil photo se compose d'un boîtier et, s'il n'est pas directement intégré, d'un objectif. Voilà. Tu sais tout, abonne-toi pour plus de... Partant du principe qu'il s'agit d'un appareil photo numérique, l'écran te permettra de vérifier le cadre de ta photo, choisir tes réglages et bien sûr consulter tes clichés. Mais surtout, tu vas constater moultes informations sur l'écran et force boutons, bidules et autres ch'tibidis sur le boîtier, on voit les plus importants aujourd'hui. Pour commencer, intéressons-nous aux valeurs indiquées sur l'objectif. De cette façon, tu comprendras un peu mieux ce dont il est capable et surtout, tu sauras quoi chercher si tu ne l'as pas encore acheté. D'ailleurs, attention, la photo est une passion dramatiquement cestère-sophage. Que? Ça coûte une burne. Ah. Oui, non, ça coûte vraiment la peau des rouleaux. Il y a des dizaines d'accessoires alléchants, on le sait, mais on se détend sur les dépenses. Tu as déjà entre les pattes tout ce qu'il te faut pour au moins 6 mois, 1 an à shooter. Et lorsque tu auras rincé les matos de base, tu pourras choisir plus intelligemment car tu connaîtras bien mieux ton sujet. Prenons l'exemple de ma dernière dépense, un objectif 35-150 avec montage Sony FE. D'ailleurs, ne te fais pas avoir, les objectifs ne sont pas réutilisables d'une marque à l'autre, et souvent même pas d'un modèle à l'autre. Je me le suis acheté, me le suis offert, parce que j'ai couvert plusieurs événements associatifs, religieux ou familiaux. Et dans ces contextes, ce sont souvent les photos les plus naturelles qui sont les plus réussies. Or, mon gabarit m'empêchant très clairement de passer inaperçu au milieu des hobbits, il me fallait trouver une solution. Donc maintenant, au lieu de me rapprocher de mon sujet et me faire griller, je peux désormais zoomer dessus. Bref, comme vous pourrez le constater, 100% des objectifs ont leur description indiquée. Dans le coin bleu, le Samyang AF 35-150 228 FE. Pardon. AF, c'est pour autofocus. Mon objectif est donc capable de faire la mise au point automatiquement sans que j'ai besoin d'actionner la roue de focus. 35-150, c'est la longueur focale dont il est capable. Je ne vais pas vous faire l'explication optique complète, mais je peux donc shooter à partir de 35 mm et toutes les valeurs jusqu'à 150. 228 fait référence à l'ouverture du diaphragme. En l'occurrence, FN2 permet une profondeur de champ très réduite, idéale pour les portraits par exemple. Il y a aussi une incidence sur la quantité de lumière captée, mais on voit ça dans 2 minutes. FN28, c'est l'ouverture maximale lorsqu'on est à 150 mm de longueur focale. Et enfin FE, FE fallait écouter il y a 30 secondes, espèce de greluchon. C'est la compatibilité entre le boîtier et l'objectif. Sur mon Sony A7 IV qui a une monture FE, je ne peux utiliser que des objectifs FE. Abordons maintenant la question des réglages si vous voulez bien. Pratiquement toutes les formations sur internet te diront « Mais attends, mais faut absolument que tu te mettes tout de suite à shooter en manuel hein !» J'ai personnellement une approche un peu plus mesurée. Il est vrai que se familiariser au plus tôt avec les réglages vous permettra de gagner du temps, mais il y a sur ton boîtier des options intermédiaires qui te permettront déjà d'aller chercher des effets intéressants. Ma seule demande, c'est que tu n'utilises jamais ni le flash intégré, ni la fonction auto. Vraiment, tu n'en as pas besoin. En tout cas, pas si tu souhaites vraiment te mettre à la photo. À la limite, utilise le mode auto pour la toute première photo d'une série, pour voir comment l'appareil est exposé, pour ensuite reproduire les réglages. Ça t'habituera à manipuler les commandes et tu auras la satisfaction d'avoir shooté en manuel. C'est pas de la triche, c'est du recopiage. Bon, c'est de la triche, mais on s'en fout, on est en train d'apprendre là. Alors, nous avons donc 3 modes à notre disposition. En priorité ouverture, tu ne règles que l'ouverture du diaphragme, les fameux 228 qu'on vient de voir, pour ajuster la profondeur de champ et la quantité de lumière captée. Les ISO et la vitesse d'obturation seront gérés par le tout petit cerveau de l'appareil pour une exposition optimale.
Plus tu ouvres, plus ton appareil capte de lumière et plus la profondeur de champ est réduite. C'est grâce à ça qu'on obtient le flou d'arrière-plan, ou bokeh, qui donne un aspect pour le moins léché à tes photos. A l'inverse, plus tu fermes, c'est-à-dire vers des valeurs plus proches de 20, je sais c'est pas logique, moins tu auras de lumière, mais plus les différents plans de la composition seront nets. Là par exemple, je shoote en 4, FN4. Donc ce qui est devant est flou, et ce qui est derrière l'est également, de sorte qu'il n'y ait que ma tronche qui soit nette. En priorité vitesse, tu ne règles que la vitesse d'ouverture de l'obturateur, ce qui va à nouveau affecter la quantité de lumière, mais la durée d'exposition va également avoir un effet si ton sujet est en mouvement. L'appareil gère ISO et ouverture pour toi. Plus tu ouvres longtemps, plus tu auras capté de lumière, mais surtout plus ton sujet sera flou parce qu'il se sera déplacé pendant la capture. C'est d'ailleurs peut-être l'effet recherché, donc amuse-toi avec, notamment sur les foules, la lumière ou l'eau. A l'inverse, shoot le plus vite possible pour le sport ou les sujets en mouvement. Enfin, si tu veux essayer d'autres réglages, essaye le mode programme. Dans ce cas, l'appareil gère l'exposition et te laisse les commandes sur d'autres fonctions comme la balance des blancs et la correction d'exposition. Mais t'embête pas avec ça tout de suite, on le verra dans une prochaine vidéo et tu as déjà pas mal de devoirs. En revanche, en manuel, c'est toi qui es aux commandes. Comme un grand. On t'a enlevé tes petites roulettes et tu t'éloignes vaillamment vers le soleil couchant sur l'autoroute de la gloire. Tu vas donc gérer tout. J'ai mentionné 2 fois les ISO. Il s'agit de la sensibilité à la lumière du capteur. Plus les ISO sont faibles, moins ton appareil compense l'exposition, donc idéal pour un temps ensoleillé. A l'inverse, pour une valeur élevée, ce sera plus utile dans les conditions de lumière basse, mais ça peut donner du grain à ta photo. Tu auras sûrement remarqué que les 3 paramètres, ouverture, vitesse et ISO, ont tous un impact sur l'exposition. C'est ce qui rend le mode manuel un peu velu à appréhender au début, car toute action sur un des paramètres doit être compensée sur les 2 autres. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Des trucs pointus là. Petit truc pointu, dans lequel tu dois chercher une sorte de barycentre idéal entre les 3 paramètres pour une exposition optimale. C'est avec de la pratique que tu sauras choisir le bon mix en prenant en compte bien sûr l'exposition, mais aussi les conséquences de tes réglages, le mouvement pour la vitesse, la profondeur de champ pour l'ouverture et le grain pour les ISO. Ça peut te sembler intimidant, d'où ma recommandation d'aller un peu lentement au début sur le mode manuel. Dernier chapitre pour conclure cette vidéo, le point de focus. Concrètement, le point de focus, c'est la partie du cadre sur laquelle tu veux faire ta mise au point. C'est la partie de ta photo qui sera nette. Interro surprise, Superflic! Tu sais que ton point de focus sera net, mais quel est le paramètre qui influence la netteté des plans devant et derrière? Je te l'ai dit il y a 2 secondes. L'ouverture du diaphragme. La mise au point peut être manuelle ou automatique. Au passage, attention à être en automatique sur le boîtier et sur l'objectif, c'est pas toujours le cas. Et pour le coup, ça dépend que de toi, tes choix artistiques. En mode manuel, c'est toi qui devras activer la bague de focus pour faire le point sur ton sujet. En mode auto, une première pression sur le déclencheur va faire le point, puis tu peux shooter. Il existe d'autres options, mais on va pas se compliquer la vidéo plus que nécessaire. Et soudain, transi d'effroi! Tu me feras remarquer que l'appareil propose une zone presque aussi large que le cadre pour faire le point, et je te répondrai bon sang, mais c'est bien vrai! Heureusement que ça se règle! Heureusement que je vais te montrer comment faire, et heureusement que c'est la dernière chose qu'on va apprendre aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup. Alors, cette commande se règle différemment en fonction des marques, mais vous avez toujours plusieurs options disponibles. La zone fixe au centre, avec la mise au point automatique au centre de l'écran, que ton sujet s'y trouve ou pas. La zone dynamique, qui va prendre une large zone du cadre pour effectuer la mise au point auto, idéale lorsque ton sujet est en mouvement. Et enfin la zone spot, qui est mon mode favori, qui vise un point précis du cadre pour la mise au point manuelle ou automatique. C'est mon préféré parce qu'il est possible de le décaler à volonté et permet donc de la créativité dans la composition. Sujet qui sera abordé dans une future vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la rater. Enfin, la zone spot élargie ressemble à la précédente, sauf qu'elle va extrapoler la zone de mise au point si le boîtier estime que ce n'est pas vraiment ce que tu visais. Tu vas me dire que c'est gonflé? Ça l'est un petit peu, c'est vrai, mais avec les projets de l'IA, c'est plutôt fiable. Voilà mon petit pote, tu as déjà pas mal de clés en main pour commencer et sortir faire tes premières photos qui auront un peu plus de gueule, excuse-moi, que celle au smartphone complètement fraisé à 3h du matin à la Shunga. De mon côté, je vais compléter cette vidéo avec des bobines, et oui, il s'agit totalement de la traduction française de Reel sur Instagram et TikTok pour te montrer des mises en pratique. N'hésite pas à t'y abonner pour voir les résultats, à me taguer sur tes premiers clichés si ma vidéo t'a été utile, et surtout, et c'est probablement le meilleur conseil que je vais te donner, pense à imprimer celle dont tu es le plus fier. J'ai mis 5 ans à le faire et c'est vraiment une erreur. Avoir en main tes plus belles photos, les voir accrochées à ton mur ou les montrer à ton entourage in the real world est hyper gratifiant et motivant. Tiens mon Dieu, j'ai un meilleur conseil encore. Ça semble évident, mais prends des photos.
prend beaucoup de photos. C'est en photographiant qu'on devient photographieur. Un dicton bien connu chez les analphabètes. Allez, je te claque une bise, on se revoit bientôt. Ciao!